Deux invités, François Bujon de Lestang et Roxane Frias. Roxane Frias, vous êtes américaine, journaliste, documentariste, vous vivez en France depuis plusieurs années. Je crois que vous avez d'ailleurs la nationalité française depuis 3 ou 4 ans. Oui, depuis 4 ans. Voilà, alors vous avez réalisé notamment Obama, l'homme qu'on n'attendait pas en 2008. Et puis l'année dernière, Quand l'Amérique sera latine, un documentaire sur le poids des 55 millions des latinos aux États-Unis. En face de vous, François Bujon de Lestang, bonsoir. Vous êtes ambassadeur de France. Parmi beaucoup d'autres fonctions, vous avez été chargé de mission, j'ai vu à l'Élysée, du temps du général de Gaulle. Dans mon très jeune temps. Oui, conseiller diplomatique, enfin ça compte, j'imagine. Bien sûr. Conseiller diplomatique et défense de Jacques Chirac quand il était Premier ministre, et donc ambassadeur de France, d'abord au Canada et puis aux États-Unis de 1995 à 2002. Alors à tous les deux, j'ai envie de vous demander en quelques mots une évaluation, une première note, si on peut dire, que vous inspire ces 3 premiers mois de la présidence de Donald Trump. Mais pas mal de perplexité, s'il faut le résumer en un mot, parce que d'abord c'est un président d'un type nouveau, très inédit. C'est un président qui n'a aucune expérience politique, qui n'avait jamais été élu à aucune fonction, ni exercé aucune fonction exécutive dans la politique. Et c'est un président qui montre dans les premiers mois de sa présidence un grand degré d'impréparation, finalement. Ce qui l'a amené à changer de pied sur pas mal de sujets, à se déjuger ou à se dédire, à changer d'avis de façon très inattendue parfois. Donc il y a beaucoup d'imprévus dans cette présidence et je pense que nous n'avons pas fini d'y voir de l'imprévu. Roxane Frias, un président imprévisible ? Ça, c'est sûr. Je suis absolument d'accord avec vous. Moi, je pense que les slogans un peu simplistes de America First de Trump sortent et battent contre, avec une réalité bien plus complexe. C'est que dont il a imaginé. En fait, on a justement un homme d'affaires à la Maison-Blanche qui n'a pas l'expérience, et ça se voit. Ouais. Et c'est très inquiétant. Alors, François Bujon, on a vu aussi qu'il s'est rendu compte qu'un président américain ne fait pas ce qu'il veut. Il a fait des décrets sur l'Obamacare, puis il a fait un décret sur l'immigration en provenance de d'abord 8 puis 7 pays musulmans. Ils ont été retoqués. Un président américain ne fait pas ce qu'il veut. Et ça, il a dû l'apprendre. Il est en train de l'apprendre, comme disent les Américains, the hard way, c'est-à-dire à la dure. Ouais. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas beaucoup de succès à montrer pendant les 3 premiers mois de sa présidence. Il a essuyé pas mal de déconvenues et d'échecs. En effet, avec le décret sur l'immigration des citoyens en provenance de 7 pays musulmans, qui a été suspendu par un juge fédéral, confirmé par la Cour d'appel de district. Et lorsque la Maison-Blanche a remis sur le tapis, ou plutôt sur la planche à dessin, ce décret pour en produire une seconde mouture, la seconde mouture, elle aussi, a été bloquée dans les mêmes conditions. Il voit donc qu'il y a des contrepoids de nature judiciaire. Il a vu également que le Congrès a été difficile à manœuvrer, puisque le grand échec, pour l'instant, de son premier mois de présidence, a été la réforme de l'Affordable Care Act, c'est-à-dire de l'acte de couverture maladie, si vous voulez, ce qu'on appelle l'Obamacare, qui est un échec cuisant, puisque la majorité républicaine... Oui, alors le paradoxe, c'est qu'il a une majorité républicaine qui devrait normalement soutenir. Mais cette majorité n'est pas unie. Elle a notamment une aile qu'on pourrait baptiser de frondeuse, si on utilise un vocabulaire bien connu en France, le Freedom Caucus, en l'occurrence, une trentaine de députés très conservateurs ou très réactionnaires à droite, qui ont fait échouer cette entreprise législative. Il va donc avoir du mal, dans les mois qui viennent, à obtenir des succès législatifs. Ouais. Roxane Frias, justement, Trump, est-ce qu'on peut dire qu'après tout ce qu'on vient de se dire en quelques minutes, en fait, il n'était pas prêt à gouverner? On a l'impression qu'il est arrivé à la Maison-Blanche presque tout seul, en fait. Moi, je pense qu'il a gagné grâce à sa personnalité. Il était arrivé, on en a parlé de ça, au bon moment, mais là, il est face à une réalité, et je pense... Parfois, il doit se réveiller en disant « Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que je suis prête ?» Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est sa personnalité qui est extrêmement vaniteuse. Il a la narcissique, on dit. Narcissique, il a la peau fine, mais... Ce qui me trouble le plus, et c'est assez embarrassant, c'est chaque fois je l'entends, ces discours, ça manque de vocabulaire. Les mots, les mêmes mots qu'il récite en boucle, pour moi, ça reflète un intellect, si on ose dire, étriqué, où tout est mal, tout est formidable, tout est terrible. C'est très, très simpliste, et je trouve que c'est effrayant. Alors, il faut rappeler qu'il n'a pas été élu avec une majorité des voix du corps électoral américain que Hillary Clinton avait obtenu, je crois, 3 ou 4 millions de voix. 2 800 000. Voilà, près de 3 millions de voix supplémentaires. Et donc, sa popularité était déjà relativement faible au départ. Elle est encore en recul. On va rejoindre notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel, qui est avec nous. Alors, Elisabeth,
En 3 mois de présidence, la popularité de Donald Trump, elle est déjà en recul. Et oui, il bénéficie toujours d'une cote de popularité faible pour un président américain en début de mandat, autour des 40% en général, 85% dans le camp républicain. 85%, c'est beaucoup, mais c'est un peu moins qu'au moment de son élection. Ses partisans considèrent qu'il peut faire encore mieux en matière d'emploi, notamment en matière d'immigration. Ces 2 décrets ont été bloqués par la justice. Et puis surtout, on a pu constater cet effritement de sa popularité en début de semaine, lors d'une élection partielle en Géorgie. C'est considéré comme un scrutin, comme un test pour Donald Trump. Un jeune démocrate de 30 ans tente de reconquérir un district de cet État du sud des États-Unis, une banlieue conservatrice d'Atlanta, aux mains des républicains depuis près de 40 ans. Et bien, ce jeune démocrate a réussi de peu à l'emporter dès le premier tour. Il a frôlé les 50% des voix. Il y aura un second tour en juin. Et s'il l'emporte face à la candidate républicaine, eh bien, ça sera considéré comme un échec personnel de Donald Trump. Donc vous voyez, c'est le premier signe d'un effritement de sa popularité dans le camp républicain. Alors, des sondages très moyens. Comment il réagit, Donald Trump? On sait qu'il attache beaucoup d'importance à son image, justement. Oui, il ne réagit pas très bien. Pour preuve, ce tweet ce matin sur la notion de 100 premiers jours de sa présidence. Vous savez, aux États-Unis, c'est un délai important pour mesurer le succès d'une administration. Durant la campagne, Donald Trump s'était fixé justement de rendre à l'Amérique sa grandeur, pour reprendre son slogan, durant ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Eh bien, aujourd'hui, il qualifie ce délai de ridicule. Il accuse encore les médias de minimiser son bilan. Il répète qu'il a réussi à faire beaucoup de choses, notamment à nommer donc un juge à la Cour suprême, mais il cherche, on le sent, chercher à obtenir des succès avant la date, l'échéance de ces 100 premiers jours. Ce sera le samedi 29 avril. Il pousse le Congrès à adopter enfin une réforme sur l'assurance maladie pour remplacer celle de son prédécesseur, l'Obamacare. C'est un échec cuisant, vous l'avez dit avec vos invités. Il cherche à obtenir une réforme sur la fiscalité qui est repoussée sans cesse à l'été, à l'automne. Il est frustré de ne pas réussir à travailler avec un Congrès pourtant contrôlé par les Républicains. Il sait que ça le pénalise dans les sondages. Voilà, alors merci beaucoup Elisabeth en direct de New York. Une réaction, monsieur l'ambassadeur? Oui, je suis d'accord avec ce jugement. Il est attendu sur un certain nombre de sujets sur lesquels ses électeurs et la majorité républicaine l'attendent. La réforme fiscale et la baisse de l'impôt sur les sociétés, de même que les baisses des impôts sur les plus hauts revenus, ont fait partie, bien entendu, de son programme. Et c'est là-dessus qu'il est attendu. Si la bourse a monté, justement, depuis la prise de pouvoir et de l'élection de Donald Trump, elle peut aussi refluer. Et elle montre pour l'instant une plus grande hésitation parce que les résultats tardent. Même la bourse commence à douter de lui. Oui, parce que les résultats tardent et qu'on l'attend sur la réforme fiscale, sur la baisse de l'impôt sur les sociétés. Mais pour baisser l'impôt sur les sociétés de 35 à 20%, ce qui est le projet, il faut compenser cela par des économies faites ailleurs. Ces économies, on les attendait sur l'Obamacare, sur la santé. Elles ne sont pas au rendez-vous et la réforme fiscale est difficile. Or, le temps presse parce que la patience des électeurs, comme chacun sait, n'est pas éternelle. Il se rend compte qu'en fait, la réalité ne se plie pas à sa volonté. Mais oui. Moi, je pense qu'en fait, il y a un effet positif grâce ou à cause de la victoire de Trump, c'est-à-dire, et c'est reflété dans ce qui se passe en Géorgie. Il n'y a jamais autant de personnes qui s'intéressent à la politique depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Des gens qui n'ont jamais entré en politique, comme ce jeune homme qui a 30 ans, qui va peut-être changer le donne dans cet État. Des élus locaux qui se mobilisent pour empêcher Trump de mettre en place ses réformes et ses promesses de campagne. Une question à tous les deux sur sa politique internationale, parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on l'attendait très dur avec la Chine et complice avec la Russie, et on voit que c'est un peu l'inverse. Il devient relativement complice avec le président chinois et assez, je dirais, en lutte avec Vladimir Poutine. Il est en conflit avec la Russie, exactement comme l'était son prédécesseur, alors qu'il avait annoncé son intention, au contraire, de tout changer. C'est évidemment son intervention en Syrie et sa décision de bombarder une base aérienne syrienne qui est à l'origine de tout cela. Et par contre, avec la Chine, il compose, d'abord parce qu'il cherche à nouer une relation avec son interlocuteur, le président chinois, qu'il a reçu en Floride la semaine dernière. Il est assez réaliste, en fait, il est assez réaliste. Oui, parce qu'il a besoin de la Chine pour résoudre des problèmes difficiles, notamment le
le problème de la Corée du Nord, qui se dote d'un programme balistique et d'un programme nucléaire. On ne peut pas imposer 35% de taxes sur les produits chinois, comme il avait menacé de le faire, ou accuser la Chine de manipuler sa monnaie, et en même temps lui demander son aide pour résoudre un grave problème international. Donc il découvre que le monde réel ne correspond pas toujours à ses slogans électoraux. Roxane Frias, sur l'international? Oui, en fait, on est en train d'observer en direct l'éducation de l'homme politique Trump aux présidences de la Maison-Blanche. Oui. En direct. Et ce que m'étonne, c'est qu'il n'a pas honte de dire « Ah, mais finalement, j'ai discuté pendant 10 minutes avec le Chine, avec le président, et là, j'ai changé d'avis. » Il n'est pas embarrassé de dire que, mais en fait, j'ai changé d'avis, ce qu'il fait assez souvent ces derniers jours. Il l'a fait souvent sur beaucoup de sujets. Il l'a fait sur l'Exim Bank, dont à un moment il avait dit qu'il allait la supprimer. Il l'a fait sur l'OTAN. Il l'a fait sur l'OTAN, qu'il avait qualifié d'obsolète. Voilà. Et il dit maintenant, ah non, l'OTAN n'est plus obsolète du tout, au contraire. Et il va d'ailleurs se rendre prochainement au sommet de l'OTAN. Il l'a fait sur beaucoup de sujets. Il l'a fait sur l'Union européenne aussi. Oui, absolument. Avec une espèce de candeur un peu désarmante. Oui. Très rapidement, quelques secondes, vous le voyez arriver à la fin de son mandat, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent qu'il ne terminerait pas son mandat. Vous pensez qu'il va aller au bout? Franchement, je pense qu'il n'était pas prêt pour ce qu'il espérait avoir. Il voulait gagner parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Mais là, face aux demandes de son travail, je ne sais pas s'il va résister. Vous étiez à la Maison-Blanche récemment. Vous avez un doute ou pas? Je n'en ai pas, personnellement. Je pense que les gens qui disent qu'il ne finira pas son mandat sont les mêmes que ceux qui disaient qu'il ne gagnera pas les élections primaires, il ne passera pas le cap de la Convention républicaine, il ne sera jamais élu président des États-Unis. J'ai assisté personnellement à 2 impeachments, celui de M. Nixon pendant l'affaire du Watergate, celui de M. Clinton avec l'affaire Lewinsky. Chaque fois, ce sont des procédures très lourdes qui prennent 3 ans. Il faut qu'il y ait des faits sérieux. On n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Et la seule véritable hypothèse sérieuse sur laquelle il faut se fixer, c'est que M. Trump est là et qu'il est là pour 4 ans. Au minimum. Merci à tous les deux d'être venus parler de ces 3 premiers mois, premier bilan de Donald Trump. Merci beaucoup. Merci.